L'actualité du jour, celle qui nous préoccupe le plus, c'est ce sommet en Alaska vendredi entre Vladimir Poutine et Donald Trump. On l'a dit tout à l'heure, il y a un point qui n'est pas exactement clair dans ces négociations. Ce sont les concessions territoriales qui vont être exigées de l'Ukraine. Parce que je vous rappelle que Donald Trump a parlé d'échanges de territoires. Donc, quels échanges, dans la mesure où l'Ukraine a toujours dit ne vouloir concéder pas 1 centimètre de ses territoires, que la Russie, c'est à peu près le même discours. Qu'est-ce que vous lisez, vous, dans cette déclaration de Donald Trump? En anglais, there's going to be a swap of territories, donc vraiment des échanges de territoires. Qu'est-ce qu'il peut bien avoir en tête, ce président américain? Alors, on se demande desquels il parle, vu qu'il y aurait pu y avoir un swap de territoire si effectivement l'Ukraine avait pu conserver des portions de la poche de Koursk, donc sur le territoire souverain internationalement reconnu de la Russie. Sauf que c'est un certain Donald Trump qui a accéléré l'effondrement des troupes ukrainiennes dans la région en coupant momentanément le renseignement américain aux troupes ukrainiennes. Donc, s'il y avait eu un swap, Trump aurait dû renforcer les Ukrainiens quand il tentait d'en faire un. La deuxième chose, c'est que est-ce qu'il y aurait par exemple des concessions du type les Russes se retireraient de certaines parties du territoire ukrainien qu'ils contrôlent? C'est peut-être à ça que fait référence Donald Trump. Se retirer par exemple de parties de l'oblast de Dnipro ou de l'oblast du côté de tout ce qui est à l'est de Kherson ou à Kharkiv, effectivement, pour prendre tout le Donbass. Ça avait été évoqué, c'était Steve Witkoff, par exemple, qui était dans l'idée que les Russes pourraient, par exemple, annexer la totalité du Donbass, y compris les parties qu'ils ne contrôlent pas encore, en échange d'un retrait des Russes de certains territoires ukrainiens occupés. Sauf que les Russes, pour l'instant, n'entendent pas céder les territoires qu'ils contrôlent déjà. Ils entendent au contraire annexer pour de bon les 4 oblasts, les 4 régions qu'ils ont censément annexées en 2022. Exactement. Les fuites qu'on peut quand même entendre dans la presse actuellement, ce serait d'échanger effectivement les parties qui sont occupées par les Russes aujourd'hui dans la région de Kharkiv ou de Soumy, mais on parle même pas de 2000 km² et de céder l'entièreté de l'oblast de Donetsk. Là, on parle de 7000 km² qui restent. C'est complètement inégal dans cet échange. Et puis, dans cette partie de Donetsk, c'est là vraiment que les Ukrainiens ont établi une ceinture de sécurité qu'ils arrivent à tenir depuis maintenant plus d'un an, avec cette ville de Pokrovsk que les Russes n'arrivent pas à avoir, avec les villes de Konstantinivka, avec cette route qui va jusqu'à Sloviansk. Regardez, vous avez une carte. Exactement. Et il y a du coup ce serait vraiment une victoire en fait pour la Russie, puisqu'elle n'arrive pas à avoir l'entièreté du Donbass. Elle n'arrive pas à obtenir cette oblast de Donetsk. Céder comme ça pour avoir un cessez-le-feu, c'est en tout cas ce que ne veulent surtout pas les Ukrainiens. C'est pas négligeable, les territoires qui ont été repris par l'Ukraine depuis le début de l'invasion. On les voit en bleu sur cette carte. Et effectivement, les exigences de Poutine, on les connaît depuis un certain temps. C'est le retrait de l'Ukraine des régions annexées. Donc ça voudrait dire la partie orientale de l'oblast de Donetsk, c'est ça? Ou précisément où les forces ukrainiennes sont positionnées en renfort, sur des positions renforcées, on appelle ça, depuis 2022. Donc où les Russes, finalement, gagnent très peu de terrain. Donc ils n'ont pas intérêt, comme vous nous l'expliquez à l'instant. Oui, exactement. A priori, ce sur quoi pourraient céder les Ukrainiens, ce serait un cessez-le-feu sur la ligne de front actuelle. Et ne pas accorder en fait des territoires qui ne sont pas pour le moment aux mains des Russes. Et d'ailleurs, Zelensky l'a rappelé samedi, il n'est de toute façon pas capable de le faire, puisque dans la Constitution, il est... La conservation des territoires est effectivement protégée. Ça voudrait dire quoi? Pour Zelensky, il le dit, ça voudrait dire mettre en place un référendum, demander au peuple ukrainien ce qu'il en pense, passer par le Parlement, mais ça ne peut pas être accordé comme ça. Et que penser donc de ce que pourrait accorder Poutine en échange, Aurélien Duchesne, à savoir retirer ses troupes de la région de Kharkiv et de Soumy, là où des positions ont été prises? Alors, il y a un précédent qui pourrait aller dans ce sens, c'est que les Russes, même pas quelques semaines après avoir déclaré que la ville de Kherson était, je les cite, russe pour toujours, elle avait été annexée officiellement le 30 septembre 2022. Kherson, le 11 novembre des oblasts, donc, qu'on voit ici en orange. Et le 11 novembre 2022, les troupes russes évacuent, comme ils disent, la ville parce que l'avance ukrainienne était beaucoup trop forte. Donc, on a déjà un précédent des Russes qui s'étaient retirés en 2022 de territoires non seulement qu'ils occupaient, mais qui étaient censés faire partie du territoire
juridiquement reconnu par la Russie. Sauf que ce qui ne plaide pas en ce sens, une première chose, c'est que les Russes, qui, on le rappelle, n'ont pris que 1% de la superficie de l'Ukraine sur toute l'année 2024, avec des pertes par kilomètre carré conquis qui sont 6 fois plus élevées en moyenne que sur la première année du conflit, dont on regarde les derniers mois. On imagine quand même mal les Russes qui ont perdu des centaines de milliers de soldats reculés là-dessus, quand il y a une dernière chose, c'est que des sondages comme ceux de l'Institut Levada ou de Vetsium en Russie montrent que, pour l'opinion publique russe, désormais, les acquis de la guerre, c'est davantage les conquêtes territoriales. C'est plus le narratif de l'expansion de l'OTAN, de dénazifier l'Ukraine, etc. Maintenant, pour les Russes, c'est plutôt l'idée de la reconquête, de la libération, comme ils disent, de territoires soi-disant historiquement russes. Donc on imagine mal Poutine expliquer à son opinion publique que maintenant on va se retirer de territoires qu'on a soi-disant libérés au prix de centaines de milliers de vies. Mmh. Est-ce que vous pensez que Vladimir Poutine vient face à Trump vendredi en Alaska en sachant qu'une partie de son plan est d'ores et déjà validée par les Américains ? Je pense qu'il sait que son intercesseur aura l'oreille ouverte à ses désirs. Après, jusqu'où cela peut-il aller, c'est une grande question. Et je reviendrai juste sur une question de sémantique, parce que des fois c'est dans les détails que le diable se niche. On parle d'un sommet. On ne parle pas de l'organisation structurelle d'un cessez-le-feu ou de la paix. Le sommet, historiquement, c'est intéressant parce que c'est un clin d'œil à ce que vous avez dit tout à l'heure de la guerre froide. Le premier à avoir utilisé la sémantique du sommet, c'est Churchill au moment de Potsdam. Et Potsdam, c'est au moment où on a remis des territoires à la fois à l'est et à l'ouest et qu'on a fait le grand partage. Mais sommet, ça veut lui aussi recouvrir plein d'autres choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en réalité, on ne sait pas ce qui sera premier dans les discussions et ce qui sera second. Maintenant, ce que l'on sait, a priori, c'est que oui, les États-Unis sont prêts à ce qu'il y ait, je dirais, des gains territoriaux pour la Russie. Ils demandent, vis-à-vis de de Zelensky, de s'y préparer, puisque les propos de Trump, c'était de dire il va y avoir un swaps au niveau des territoires, et le président ukrainien est au courant, et aujourd'hui, c'est à lui de se préparer à cet échange. La question, c'est comment il peut s'y préparer, puisque ce qu'a dit tout à l'heure Claire et ce qu'a dit Aurélien, c'est l'impossibilité pour le président Zelensky de faire quoi que ce soit, de dire quoi que ce soit. Parce que s'il accepte, il se fait un harakiri politique, constitutionnellement... que demain, il aille au-delà de la Constitution, qu'il organise un référendum, vous imaginez bien que la population sera vent debout. Ça veut dire un harakiri politique. Il se suicide politiquement. Il ne va pas le faire. La population ukrainienne ne le comprendrait pas. Donc, qu'est-ce qu'il peut obtenir en réalité ? Moi, je crois que l'hypothèse qui peut être, je dirais, sous-tendue, mais je ne vois pas comment elle peut être organisée, ce serait que face à l'obtention de territoires qui ont été gagnés sur le terrain par les Russes, les Ukrainiens obtiennent une no-fly zone. Autrement dit, plus de bombardements russes pendant un laps de temps X sur quelles que soient les villes ukrainiennes. Donc un cessez-le-feu. Voilà. Cessez-le-feu aérien. Ce serait un cessez-le-feu aérien. Sachant que on avait déjà, Donald Trump avait déjà tenté de négocier un cessez-le-feu en février. Mais la question aujourd'hui, c'est que on peut être que sur de l'hypothétique, parce que on comprend bien que aujourd'hui la Russie ne va rien céder. Et la question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'a en tête Trump ? C'est-à-dire, est-ce qu'il veut se débarrasser de l'affaire et qu'il va tordre le bras à Zelensky, ou est-ce qu'il veut malgré tout créer une forme d'équilibre entre la Russie et l'Ukraine, c'est-à-dire trouver un compromis qui soit plus ou moins viable pour les deux. Et derrière ça, c'est son obsession à lui d'avoir un prix Nobel. Alors, est-ce qu'il fait une croix dessus ? Est-ce qu'il se retire en disant j'y arrive pas, donc les États-Unis se retirent, mais plus de prix Nobel pour la question ukrainienne ? Est-ce qu'il trouve un équilibre ? Mais les Ukrainiens, concrètement parlant, je ne vois pas comment ils peuvent effectivement accepter cette oukase qui est celle de dire tous les territoires acquis reviendront à la Russie, d'autant que aujourd'hui les Européens réaffirment le fait de dire l'Ukraine, ça doit être la réaffirmation de sa souveraineté. Là, ce serait une défaite
de sa souveraineté. Donc ce sera aussi une défaite politique pour les Européens. On entend bien effectivement que ça risque d'être l'Ukraine et les Européens qui sont les grands perdants de ce sommet. Et pour cause, c'est un sommet vraiment entre deux hommes, donc avec probablement des effets collatéraux étant l'Ukraine et l'Europe. Et on sait que pour l'instant rien n'est acquis, puisque J.D. Vance lui-même, le vice-président, a indiqué que ça ne rendra personne super heureux, et il a reconnu que pour... On peut peut-être écouter le son de J.D. Vance. Ouais. Si on l'a en régie, je sais que je demande ça un petit peu à brûle-pourpoint, mais je suis sûre qu'on va le retrouver. Donc le vice-président américain qui effectivement dit qu'il y aura peut-être que des mécontents. Il arrive. L'un des blocages les plus importants est que Vladimir Poutine a déclaré qu'il ne s'assoirait jamais avec Zelensky, le président ukrainien. Et le président veut maintenant que cela change. Nous sommes à un point où nous essayons maintenant, pour déterminer le calendrier et d'autres éléments du genre, à quel moment ces trois dirigeants pourraient s'asseoir et discuter de la fin de ce conflit. Si l'on considère la ligne de contact actuelle entre la Russie et l'Ukraine, nous allons essayer de trouver un accord négocié acceptable pour les Ukrainiens et les Russes, dans lesquels ils pourront vivre dans une paix relative et où les massacres cesseront. Cela ne contentera personne. Les Russes et les Ukrainiens, au final, seront probablement mécontents. Mais je ne pense pas qu'on puisse réellement s'asseoir et négocier sans le leadership de Donald Trump. Aurélien Duchesne, comment vous lisez cette déclaration du vice-président américain ? Il était peu ou prou de la même logique à l'été dernier, et ça nous donnait un avant-goût de ce à quoi on assiste maintenant, c'est-à-dire l'idée qu'on allait coréaniser, par exemple, l'Ukraine. C'est-à-dire qu'on va geler le front sur la ligne de front, la fameuse zone démilitarisée, qui est une des zones les plus militarisées de la planète, entre les deux Corées, avec un armistice, non pas une paix, mais un armistice qui dure depuis les années 50, c'est le scénario qui attendrait l'Ukraine. Sauf que là où c'est sans doute une double erreur, c'est que premièrement, ce scénario, on l'a déjà testé avec les Russes en Ukraine et en Géorgie, avec l'idée chaque fois que, d'accord, on a laissé tomber la Crimée, on a laissé tomber dans les faits le Donbass, mais les Russes n'iront pas au-delà parce qu'on a fait des concessions, ça a tellement bien marché quand on a vu ce qui est arrivé en 2022. Et la deuxième chose, c'est qu'on crée des précédents pour après. Parce que là, vous allez, par exemple, dans la zone Indo-Pacifique, ce que les pays de la région peuvent se dire, c'est que si on commence à transiger sur l'intégrité territoriale de l'Ukraine, après toutes les promesses, toutes les déclarations de principe sur l'intangibilité des frontières, etc., ça veut dire que demain, la Chine peut se sentir radarriardie dans l'idée que si elle attaque Taïwan ou fait un blocus autour de l'île, eh bien là, à nouveau, les Américains invoqueront le réalisme, invoqueront la nécessité de faire des compromis, même douloureux, comme le dit en substance J.D. Vance, et que ça peut recommencer ailleurs.